Au sommaire de ce journal, journée mondiale de lutte contre la corruption, silence radio du côté des autorités ce matin. Au Sénat, le ministre de la Justice s'est montré particulièrement gêné par les questions des journalistes et a refusé de donner des informations sur le traitement de l'affaire Chakib Khlil. Mauvais élève en matière de lutte contre la corruption, au 94e rang mondial, l'Algérie se targue pourtant d'avoir mis en place un arsenal pour lutter contre ce fléau. Un dossier à suivre dans ce journal. À l'étranger, en Irak, au moins 11 personnes ont été tuées ce matin au nord de Bagdad. Dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un café, des dizaines de cafés ont déjà été visés par des attentats depuis le début de l'année à travers le pays. Près de 100 dirigeants, dont les principaux de la planète, sont attendus demain aux cérémonies officielles d'adieu à Nelson Mandela, héros de la lutte contre l'apartheid. Sauf Benjamin Netanyahou et Shimon Peres, le coût du voyage serait trop élevé selon eux. Difficile à croire quand on sait qu'Israël a soutenu le régime de l'apartheid. Le commentaire d'Ahmed Hali vers la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 4 ministres de la République étaient ce matin devant les sénateurs pour répondre à leurs questions. En ce lundi 9 décembre, journée internationale de lutte contre la corruption. L'un des plus attendus, le ministre de la Justice, s'est montré particulièrement gêné par les questions de la presse à propos de l'enquête menée en Algérie par le juge français Marc Trévidic. Taïb Loh, qui était au Conseil de la Nation, s'est contenté de confirmer la venue du magistrat en charge de l'affaire des moines de Tibhirine, en précisant qu'elle entrait dans le cadre d'une coopération internationale. Cela relève de juridictions spécialisées, a indiqué le garde des Sceaux. Et dans le registre de la lutte contre la corruption, le ministre de la Justice a refusé de donner des informations sur le traitement de l'affaire Chakib Khlil, ni même sur la procédure de mandat d'arrêt international introduite auprès d'Interpol. Mauvais élève en la matière, l'Algérie est depuis quelques années secouée par de grands scandales de corruption dont les issues juridiques se font encore attendre. Zidane Maïch. L'Algérie fait fort et ne semble pas vouloir en sortir. 94e mondial en matière de corruption, noté avec 177 autres pays, l'Algérie conserve la place de mauvais élève depuis des années. Transparency International, qui est à l'origine du classement, ne vient qu'énoncer par un chiffre ce que tout à chacun connaît depuis plusieurs décennies. La corruption qui s'est élargie à toutes les échelles et dans tous les secteurs d'activité, publics ou privés, est un grand secret de polichinelle. D'abord parce que la corruption algérienne brille par ses scandales financiers qui touchent de hauts responsables politiques, à l'image de nombreux pays d'ailleurs, pourtant bien mieux classés. Sauf que ces pays, comme la France, ne fait pas que dans l'étalage de ces affaires de corruption. Elle les juge en droit. À la société de les juger en équité. En Algérie, l'affaire Khalifa, dénoncée par voie de presse, n'a jamais connu d'aboutissement judiciaire qui puisse satisfaire. Rafik Khalifa n'a été jugé que par contumace à la réclusion à perpétuité et les ministres appelés durant les procès n'ont été ni poursuivis ni inquiétés. Seuls 2 ex-ministres, Abdeslam Bouchouerb et Abdelmajid Tebboune, ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour complicité dans la dilapidation de biens publics. Il reste qu'ils sont protégés par des articles du Code pénal et qu'ils sont donc en liberté provisoire. Bouchouerb pourrait d'ailleurs bénéficier de l'immunité parlementaire. Que dire des scandales de Chakib Khlil, plus récents et dont aucune information n'a filtré depuis des mois. La liste des scandales est longue et connaît des imbrications avec de grandes métropoles étrangères, comme Paris, Milan ou Montréal. Des affaires qui s'additionnent, des secrets révélés qui en font oublier d'autres, et à côté, une justice léthargique ou complice. Et en cette journée mondiale de lutte contre la corruption, aucune manifestation officielle n'a été prévue. Les associations et la société civile n'ont pas pu organiser d'activités en ce sens, faute d'autorisation. C'est ce qu'affirme le président de l'association algérienne de lutte contre la corruption. L'Algérie se targue d'avoir mis en place de nombreux instruments juridiques de lutte contre la corruption. Mais qu'en est-il réellement ? Et pourquoi ce silence radio? Éclairage avec Jawida Abbas. La lutte contre la corruption en Algérie rime-t-elle avec interruption? Interruption au ton donné par l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue, l'ONUDC. Pour sa 10e édition, elle l'a placée sous le thème Zéro corruption, 100% développement. Et comme à s'en accoutumer, elle est marquée sur la place d'Alger par le même décor, rideau baissé, silence radio. Du moins, pour la voix officielle. Une omerta que l'association algérienne de lutte contre la corruption a tenu à dénoncer dans un communiqué envoyé aux rédactions des médias nationaux.
News. Le porte-parole de cette association, Djilali Hadjadj, rapporte que ni le ministère de la Justice ni l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, l'ONPLC, n'ont prévu de célébrer cette journée. La même association s'interroge aussi sur le silence du bureau d'Alger du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, face au cri lancé depuis les États-Unis par l'ONUDC, qui avec le PNUD siège à New York. Un paradoxe pour Alger en tant que ratificateur de la majorité des conventions des Nations Unies et aussi membre fondateur du mécanisme d'évaluation par les pairs, le MAEP, dont le point commun avec la 10e campagne de lutte contre la corruption, outre la promotion de la démocratie, le développement économique et social, la bonne gouvernance et le développement. Autant d'éléments nécessaires pour conforter l'état de droit, un état qui semble en perte de vitesse face à l'ampleur qu'a prise la corruption en Algérie, un fléau qui semble indifférent au renforcement des outils juridiques, notamment les textes de loi promulgués en 2006, ou encore l'installation de l'Office central de répression de la corruption, l'OCRC. Pour Djilali Hadjadj, si ce fléau est incontestablement pernicieux, il n'est pas moins cernable, pour peu qu'on protège les dénonciateurs des affaires de corruption. Pour y arriver, il demande la révision de la loi de 2006 traitant de la lutte contre la corruption. À l'étranger, en Irak, au moins 11 personnes ont été tuées ce matin au nord de Bagdad dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un café. L'explosion s'est produite à Bouhrouz, au sud de Baqouba. Des dizaines de cafés ont déjà été visés par des attentats depuis le début de l'année à travers le pays, où les terroristes n'hésitent plus à frapper d'autres lieux fréquentés comme les marchés et les mosquées, malgré les efforts des forces de l'ordre. Hier dimanche, pas moins de 35 personnes sont mortes à Bagdad et ses environs. Je vous le disais dans le sommaire de ce journal, près de 100 dirigeants, dont les principaux de la planète, sont attendus demain aux cérémonies officielles d'adieu à Nelson Mandela. 91 chefs d'État et de gouvernement en exercice, 10 anciens dirigeants, 86 têtes de délégation et 75 personnalités éminentes ont confirmé leur présence. Barack Obama, Dilma Rousseff, François Hollande, David Cameron viendront rendre un dernier hommage à Mandela, sauf Benjamin Netanyahou et Shimon Peres. Selon eux, le coût du voyage en Afrique du Sud serait trop élevé. Difficile à croire quand on sait qu'Israël a soutenu le régime de l'apartheid. Ahmed Hali. Dans un élan inédit, toute la communauté internationale rend hommage à Nelson Mandela et tous les dirigeants politiques de l'humanité iront demain à Pretoria en signe de respect et de considération. Tous les dirigeants politiques sauf un, Shimon Peres, président protocolaire d'Israël, qui ne se rendra pas en Afrique du Sud parce que ça coûterait trop cher. Doublement plus cher, dirait-on, compte tenu du fait que le Premier ministre Benjamin Netanyahou devait être aussi du voyage. Hypocrite et dérisoire explication pour justifier l'injustifiable, le boycott pur et simple d'une cérémonie à la mémoire d'un homme universellement reconnu. Du reste, il n'y a rien d'étonnant à cela. Israël a habitué la communauté internationale à faire fi de ses résolutions et de ses injonctions, assurées du soutien inconditionnel des États-Unis. Sans doute est-ce le lieu de rappeler que l'État sioniste a été depuis sa fondation l'un des alliés les plus fidèles du régime d'apartheid. Dans ces conditions, Nelson Mandela et les siens étaient en droit de considérer qu'il n'y avait aucune différence entre le sionisme et l'apartheid et de soutenir en conséquence la résistance palestinienne. Et c'est peu de dire que les liens entre l'OLP de Yasser Arafat et l'ANC de Nelson Mandela ont nourri l'animosité israélienne à l'égard du leader sud-africain. Et c'est peu de dire que les liens entre l'OLP de Yasser Arafat et l'ANC de Nelson Mandela ont nourri l'animosité israélienne à l'égard du leader sud-africain. Une animosité qui transparaît dans les considérations pathétiques des dirigeants israéliens sur la cherté du voyage en Afrique du Sud. En Centrafrique, le désarmement des groupes de miliciens par les soldats français déployés dans Bangui a débuté aujourd'hui dans la capitale centrafricaine. En milieu de matinée, un individu a tiré en direction de l'aéroport et les militaires français ont répliqué. Des soldats congolais, tchadiens et guinéens de la force africaine, la MISCA, participent de façon autonome à ces opérations dans la capitale.
En Thaïlande, la première ministre Yingluck Shinawatra a annoncé la dissolution du Parlement et des élections au plus vite pour tenter de sortir d'une crise politique profonde. Sans réussir à apaiser les quelques 140 000 manifestants déterminés à faire tomber son gouvernement, ils exigent la fin du système Thaksin, en référence au Premier ministre renversé par un coup d'État en 2006 qu'ils accusent de rester aux manettes par le truchement de sa sœur Yingluck malgré son exil. On termine avec cette étude d'un groupe de scientifiques de l'université de Kent aux États-Unis. Selon eux, utiliser modérément son téléphone mobile pourrait bien être la clé du succès pour réussir ses études, tout en étant plus heureux et moins anxieux. Ces scientifiques ont décortiqué auprès de 500 étudiants, âgés en moyenne de 20 ans, les liens entre la durée d'utilisation de leur portable et leurs résultats scolaires, ainsi que leur niveau d'anxiété et de satisfaction dans la vie. À la différence des ordinateurs classiques, les téléphones mobiles sont toujours à portée de main et permettent de se connecter à un ensemble de services et de réseaux comme Facebook, Twitter, le partage de vidéos et les jeux en ligne, quasiment partout et tout le temps. Une ultra-connexion qui s'avère finalement délétère pour les plus gros utilisateurs. En attendant la 3G, on peut dire qu'ici en Algérie, que nous ne sommes pas concernés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, restez avec nous sur Atlas TV. Rendez-vous demain mardi à 21h45 pour une nouvelle édition.